Nous sommes le 2 juillet 2012. La pontée est partie. Cela veut dire que le porte-avions Charles de Gaulle a tourné pour se mettre face au vent et a envoyé une multitude d'avions, Super Étendard, Hawkeye, Rafale, pour accomplir leur mission d'entraînement lors de ce déploiement en Méditerranée. Tout ça a commencé le 30 mai 2012 et est prévu de se terminer aux alentours du 5 juillet. Un des Rafales est prévu pour une mission de BFM ou, pour être précis, de DACT, de combat aérien contre un F-18 du porte-avions Eisenhower qui a appareillé il y a quelques jours de Norfolk. La météo est absolument parfaite. Comme tout bon entraînement de BFM, de Basic Fighter Maneuvers, il va y avoir des setups, des présentations offensives pour le Rafale, défensives pour le Rafale, mais également neutres où seulement le meilleur pourra gagner. Alors que le Rafale Marine se place à l'arrière du F-18, il, comme dans Top Gun, se retrouve dans son souffle. Les sondes qui viennent nourrir les commandes de vol électriques ne comprennent plus trop ce qui se passe. Le pilote ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il se trouve et quelques secondes plus tard se retrouve en perte de contrôle de l'avion et on se retrouve donc avec cette enclume de plus de 15 tonnes qui se précipite vers la mer Méditerranée. Après avoir essayé de retrouver le contrôle de son aéronef, le pilote va avoir la présence d'esprit de tirer la poignée basse, de tirer la poignée d'éjection de son siège MK16 et se retrouver sous voile quelques secondes seulement avant de percuter la mer. Ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre comment la France a perdu son 5e Rafale, son 4e Rafale Marine en 2012. Mais juste avant, je vous présente notre partenaire du jour. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits et en ce moment, eh bien vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Roger ball. Posons un petit peu le contexte. Le porte-avions Charles de Gaulle s'apprête à faire des exercices avec l'USS Eisenhower. Le Ike, comme il est surnommé, est le deuxième porte-avions de la classe Nimitz. Je vous rappelle que les États-Unis ont plus de 10 porte-avions, 11 à 12, absolument monstrueux. L'Ike devait venir remplacer un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Il a été commandé en 1970 et est devenu opérationnel en 1977. À bord, vous avez 3200 marins pour gérer le navire et 2400 pour gérer la Carrier Wing, le groupe aéronaval qui embarque à bord. Son petit nom, son immatriculation, c'est CVN 69. CVN, c'est pour Carrier Vessel Nuclear, un porte-avions nucléaire. Numéro 69, c'est son immatriculation. Le porte-avions Charles de Gaulle, lui, c'est R91. 333 mètres de long pour ce navire, 86 000 tonnes, un tirant d'eau de 12 mètres, vous êtes sur un monstre des mers. À bord, vous avez la Carrier Wing 7, elle basée à Oceana, en Virginie également, et c'est un total de 8 flottilles, 8 unités qui sont à bord. Vous avez la VFA 143, les Punking Dogs avec des Super Hornets, la VFA 103, les Jolly Rogers, que vous devez apprécier si vous aimez Nimitz Retour à l'enfer, mais également la VFA 83, les Rampagers avec du Legacy Hornet, du F-18C, la VFA 131, les Wildcats également avec du F-18C, et après, à l'époque, il y avait du E6B avec les Patriots du VAQ 140, donc pour la guerre électronique, et n'oublions pas les VAW 121, les Bluehead avec le Hawkeye, et les Night Deeper avec leur Seahawk, qui vont récupérer notre pilote de chasse français.
Tout ce petit monde est également accompagné par les C2, les Greyhound. Ce sont des avions de liaison qui permettent d'amener des colis Amazon ou des pizzas à bord du porte-avions. Ça a son plaisir et nous n'avons pas d'équivalent dans la marine française pour ce type d'aéronef de transport de personnel ou de matériel. Très pratique pour l'US Navy qui fait des déploiements longs. En face, le porte-avions Charles de Gaulle, que je ne vais pas représenter, mais qui fait 40 000 tonnes avec différentes unités. Toujours est-il, notre pilote de la 12F est en Rafale. Il va se retrouver contre un F-18. Il est donc briefé, ils ont des règles d'engagement, il y a également des règles d'entraînement, comme par exemple celle qui dit qu'il ne faut pas s'approcher à moins de 500 pieds, 150 mètres de l'autre avion, notamment pour éviter la collision, l'abordage comme on dit, mais également pour des raisons de souffle. Et il va devoir représenter la France, représenter la 12F dans cet exercice qui a pour objectif de développer les capacités interalliées de tout le monde. La mission est assez simple, se retrouver dans une zone qui a été prévue en haute mer pour la mission. Vous avez un plancher de combat, vous allez donc pouvoir évoluer dans un espace aérien en contrôle avec des contrôleurs militaires qui vont s'assurer que personne ne vient vous embêter et vous allez vous battre avec votre avion. La configuration du Rafale, le M24, était un bidon central et des maquettes avec capteurs infrarouges qui viennent simuler des Mica infrarouges. La configuration parfaite pour ce type de combat. En face, le F-18, je ne sais pas quelle configuration il avait. Vous allez devoir faire attention à votre consommation de pétrole sur ce type de vol, car la spécificité de la marine est que vous avez une heure de Bravo, de catapultage, mais une heure de Charlie, de récupération. Et si vous vous oubliez sur la post-combustion, si vous cramez trop de pétrole pendant votre vol et que vous arrivez, comme on dit, en urgence pétrole, le porte-avions n'est peut-être pas apte à vous récupérer. Il va donc falloir, pendant que vous vous battez, garder un œil sur votre pétrole et ne pas faire n'importe quoi, réussir à tenir votre créneau de vol qui vous a été alloué, même si des fois on aimerait bien pouvoir utiliser plus de pétrole. Non, il faut revenir à l'heure. Pour ça que la discipline et la gestion du temps sont des valeurs très importantes dans la marine. Le porte-avions ne peut pas être à votre disposition. Notre Rafale Marine rejoint donc notre F-18. Ils ont probablement commencé leur vol par un G-warm-up, un petit échauffement après s'être rassemblés, peut-être quelques petites photos, et ensuite on va attaquer les scénarios. Donc je n'ai pas le détail précis du vol. Si nous retrouvons le rapport, on sera un plaisir de faire un update sur la chaîne. À l'heure actuelle, tout ce que je fais, c'est en source ouverte, 100%. Et donc un vol classique comme ça, vous allez commencer par un setup offensif, après vous allez peut-être faire du setup défensif et vous allez finir par du setup neutre où ça va se croiser et après le croisement, eh bien c'est le meilleur qui gagne. Dans tous les cas, il ne faut pas descendre trop bas. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce type de combat à vue, combat dit de chien, dogfight, c'est qu'il y en a deux grandes catégories. La première catégorie de combat rapproché, c'est ce qu'on appelle le 1 cercle. Pour faire simple, le 1 cercle, vous avez les deux avions qui mettent le nez l'un vers l'autre. Vous allez vous retrouver dans un combat dit de rayon de virage. Vos avions vont décélérer et vous allez vous retrouver à faible énergie, faible vitesse souvent, à essayer de passer derrière l'autre avion en réduisant votre avancée par rapport à lui et par votre pilotage à très faible vitesse, réussir à venir vous mettre derrière, vous avez compris le danger par rapport au flux d'air, et l'abattre. C'est ce qu'on appelle du raid du stand, du 1 cercle. L'autre type de combat, c'est le combat dit 2 cercles. Les deux avions se croisent, et là, en fait, chacun essaye d'aller vers les fesses de l'autre, si je puis dire. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle du taux de virage. Le but du jeu, ça va être du forte vitesse, fort facteur de charge, fonction des avions, entre 500 et 700 km/h, c'est la vitesse optimale. Vous allez essayer de gratter du taux de virage par rapport à votre adversaire. Donc ça va ressembler à quoi? Par exemple, si lui là, c'est le F-18, il essaye de tourner vers vous, vous essayez de tourner vers lui, et si vous êtes plus fort dans le pilotage de vos vitesses et que votre avion est plus performant, vous allez réussir à venir tac, 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 refaire de l'angle et vous retrouvez dans ce qu'on appelle la zone de contrôle. Et là maintenant, vous êtes derrière lui et c'est gagné. Pourquoi? Parce que dans ce type de combat à l'entraînement, on part du principe qu'il faut réussir à être derrière pour faire soit 2 tirs canon valides, soit un tir Fox 2, tir de missile infrarouge qui soit dans une certaine enveloppe pour être considéré comme bon à l'entraînement. Alors attention, les États-Unis ont par exemple des missiles AIM-9X. Avec leur désignateur de casse se retourner et vous tirez un missile sur l'arrière. Souvent, en tout cas c'était le cas il y a une dizaine d'années,
ils n'ont pas le droit de le simuler à l'entraînement. Donc on va s'entraîner un petit peu à l'ancienne. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de développer vos capacités de voltige, de combat. C'est du très bon entraînement, mais il faut faire attention parce que le jour de la vraie vie, eh bien, vous pouvez très bien vous retrouver avec un F-18 qui est là, vous êtes ici, et le F-18, il vous tire un IM-9X. Ce qui peut faire bizarre si vous y avez jamais réfléchi. Mais à l'entraînement, on ne pourra pas considérer que le Rafale est mort si le F-18 lui tire un missile de là. Bref, c'est l'évolution de notre cadre d'entraînement. Il faut juste toujours avoir conscience de la réalité du combat versus ce que l'on fait à l'entraînement. Donc nous allons parler de combat. Un cercle où c'est basse vitesse, faible facteur de charge. Deux cercles où ça tourne à fort facteur de charge, haute vitesse. Ce que l'on sait, c'est que le Rafale est passé dans le souffle du F-18, et même au-delà de 150 mètres, cela peut être incapacitant. Vous connaissez le concept à cause de cette scène mythique dans Top Gun. Et ce qui a tué Goose aurait pu tuer notre pilote à la 12F, mais heureusement, il a eu la présence d'esprit de tirer la poignée d'éjection. Alors généralement dans l'armée, ce qu'on vous apprend, c'est que si votre avion est hors de contrôle, passant 10 000 pieds, passant 3300 mètres, il faut sortir. Pourquoi? Eh bien parce que le Rafale, bien que français, est équipé d'un siège Martin Baker. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours sur les Martin Baker, mais sachez que le siège est incliné à 34 degrés, là où sur Typhoon, il n'est qu'à 19 degrés. Pourquoi 34 degrés? Pour réduire la distance verticale entre votre cœur et votre cerveau et vous aider à mieux soutenir le facteur de charge, qu'il va vous propulser vers le haut, le siège fait 90 kg, il va vous propulser à un minimum 15 mètres par seconde pour éviter la dérive, légèrement vers la gauche pour éviter l'îlot si c'est à l'appontage sur le porte-avions, et qu'il faut peser entre 63 et 106 kg pour pouvoir avoir droit d'en faire un tour. Martin Baker en 2021 avait sauvé 7646 vies, dont 368 Français, et là c'était le 3e pilote de Rafale Marine. Martin Baker, le MK16 est présent sur F-35, sur Typhoon, sur T6, sur T-38, c'est un excellent siège, MK16 FF pour la version française, et vous allez partir à 15 G, si vous tirez au sol au parking, vous allez monter à 50 mètres, en vol, vous êtes propulsé 15 mètres au-dessus de l'avion. C'est un système de pyrotechnie qui va fragiliser la verrière pour vous permettre de passer au travers. Et vous avez également un système de rappel de bras, rappel de jambes pour éviter d'être écartelé lors de la sortie qui peut se faire jusqu'à plus de 600 nœuds. Dans tous les cas, un siège éjectable, c'est 3000 pièces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un domaine d'emploi du siège éjectable. Une fois que votre avion est en vrille à plat, qu'il tombe comme ça, qu'il va tomber très fort, il a une forte vitesse verticale. Cette vitesse verticale, si par exemple elle est de 3000 mètres par minute, ne va pas pouvoir compenser une éjection qui vous envoie 15 mètres par seconde vers le haut. Donc si votre avion est en train de s'enfoncer comme une enclume à 3000 mètres par minute, à 10 000 pieds variaux, c'est pour ça qu'il faut s'éjecter à 10 000 pieds. Si vous attendez 3000 pieds pour vous éjecter, vous arrivez très très proche de la limite du siège éjectable. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Notre pilote, encore haut, plus de 1000 mètres d'altitude, tire sur sa poignée, le siège fait son travail, mais il était en limite de domaine de siège. S'il avait entendu encore une seconde 5, il se serait probablement retrouvé à taper le sol avec une séquence d'éjection non terminée, avec une vitesse verticale résiduelle beaucoup trop forte. Mais d'où vient le problème? C'est quoi cette histoire de sonde d'incidence dont tout le monde avait entendu parler un an avant avec le Rio-Paris? Notre petit souci, il nous vient d'avoir pris le souffle. Donc comment est-ce que le souffle peut gêner un avion moderne? En fait, ça n'aurait pas gêné un avion comme le Super Étendard, beaucoup moins. Ce qui va vraiment être gênant dans le cas d'un avion moderne comme le Rafale, c'est la notion de commande de vol électrique. Donc le Rafale a des senseurs, il a des sondes, et ces sondes lui permettent de récupérer de la data. Air data, comme ils disent sur Airbus. Et cette data va permettre d'apporter de l'information au cœur électronique qui va décider de la position des commandes, mais également de ce que vous pouvez faire avec votre manche. Le Rafale a un système OTAS, Hands on Throttle and Stick. Ça veut donc dire que vous avez la main gauche sur la manette des gaz, la main droite sur le manche, accès à 34 boutons, et vous pouvez bouger votre manche avec un débattement de 1 cm, mais votre ordre sur le manche va en signal électrique dans un ordinateur qui se nourrit de votre demande, mais également de toutes les informations qu'il reçoit grâce aux sondes multifonctions et le reste. Et si certaines informations sont aberrantes ou incohérentes, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « je suis en mode dégradé ».
Et à partir de là, en mode dégradé, sans trahir de secret, sans trop rentrer dans le détail, pour faire simple, généralement, ce qu'il faut faire, c'est faire un reset des commandes de vol. Vous lâchez tout, vous attendez que ça se fasse automatiquement, ou vous lâchez tout et vous faites vous-même un reset commande de vol. Si vous ne faites pas ça, si vous continuez à tirer sur le manche, si vous donnez des ordres au niveau du manche, vous sortez de ce que l'on appelle la protection de l'enveloppe de vol, puisqu'il y a certaines informations qu'il n'a plus. Et si vous avez l'habitude de vous battre en mettant des grands coups de manche, comme on peut le faire sur ces avions aux commandes de vol électriques, où vous tirez à fond sur le manche, l'ordinateur va vous donner les meilleures performances, là où en super étendard, qui n'a pas ses commandes de vol électriques, vous tirez à fond sur le manche, vous allez au tas, vous êtes obligé d'adapter votre pilotage à la situation, il n'y a pas d'ordinateur entre vous et les commandes de vol, eh bien, avec ces avions modernes, vous avez un monde merveilleux où vous pouvez faire ce que vous voulez, être très bon avec le manche, car vous êtes protégé. À la minute où l'ordinateur vous dit « mode dégradé, je ne sais plus faire », vous devez tout lâcher et faire un reset, ou alors vous devez le piloter à l'ancienne. Mais il faut en avoir conscience, il faut changer de logiciel en tant que pilote. Se dire « ouh là là, mon ordinateur ne me protège plus, je dois changer ma manière de piloter ». Si vous continuez à vous battre avec un Rafale alors que vos sondes ne fonctionnent plus, qu'il n'a plus toutes les informations, vous risquez de sortir du domaine de vol protégé. Et c'est comme ça que vous pouvez amener un Rafale aux commandes de vol électriques, ou même un Airbus aux commandes de vol électriques, à sortir de son domaine de vol, à se mettre en décrochage, comme le Rio-Paris, ou à se mettre en vrille à plat, comme notre Rafale M24. Quand tout va bien, les commandes de vol électriques, c'est merveilleux. Quand vous avez des pannes au niveau de l'air data input, les commandes de vol électriques ne peuvent plus vous protéger. Vous devez prendre conscience de cette panne et changer votre manière d'interagir avec la machine. Si vous n'avez pas conscience de cette panne, c'est la catastrophe assurée. Dans le cas de notre pilote de Rafale, en plein combat, il est probable qu'il n'ait pas vu cette dégradation des commandes de vol, qu'il ait tiré sur le manche, sortant l'avion de son domaine de vol. D'où l'importance des sondes Pitot ou des sondes multifonctions sur le Rafale. Et d'ailleurs, saviez-vous que Henri Pitot était français? 1695, 1771, il s'agissait d'un ingénieur hydraulique. Comment est-ce qu'il a inventé la première sonde Pitot? Accrochez-vous bien, pour calculer la vitesse du courant de la Seine à Paris. Et spoiler alerte, il semblerait qu'à cette époque, les gens osaient se baigner dans la Seine. Alors bon, quoi penser de tout ça? Se dire qu'en fait ça fait 1-0 pour le F-18? Que notre magnifique Rafale national perd contre un F-18 de la Navy américaine? Ça serait très micro comme réflexion, car en fait, ce qu'il faut comprendre, eh bien c'est que si notre Rafale a pris le souffle, c'est qu'il était offensif. Donc, que tant de paix, on l'a peut-être perdu, mais que tant de guerre, il aurait gagné. Blague à part, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment ça le sujet de la vidéo, ce qui est intéressant de noter, c'est que le retour d'expérience de cette perte du M24 a été extrêmement bien diffusé en horizontal, mais également en vertical. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En horizontal, ça veut dire faire profiter tous les utilisateurs de Rafale actuellement en service, eh bien, de ce rétex. Ça veut dire l'expliquer à l'armée de l'air et de l'espace, l'expliquer aux autres flottilles de Rafale, l'expliquer à tous les utilisateurs. Ça, c'est l'horizontal. Après, vous allez avoir de nouveaux pilotes qui vont arriver. Et ces nouveaux pilotes n'auront peut-être jamais entendu parler du crash du M24. Ça veut donc dire qu'un retour d'expérience dans le vertical, c'est que vous avez fait changer vos procédures, vos process, mais surtout votre formation. Vous avez capitalisé sur ce retour d'expérience, sur ces leçons. Vous avez compris qu'il existe un talon d'Achille, vous vous armez face à ce talon par la formation des humains, par la création de procédures pour éviter que ce type d'événement ne se reproduise. Et nous sommes en 2024, 12 ans après ces événements, et nous pouvons clairement dire que ce partage d'expérience horizontale et verticale a été parfaitement fait par les forces françaises. A-t-il été fait par les vainqueurs du jour, par le F-18? C'est là où ça devient intéressant, car rappelez-vous sur la chaîne, il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un F-35 qui envoyait au tapis un autre F-35 lors de l'atterrissage.
Le F-35 de l'équipier, le numéro 3 de la patrouille, est passé dans le souffle de son leader lors du posé. Son F-35 s'est retrouvé gêné au niveau des sondes et nous sommes rentrés dans les détails car le compte-rendu est public et le pilote a été forcé, après avoir mis la post-combustion, de s'éjecter afin de ne pas mourir avec un avion qui était devenu absolument incontrôlable à basse altitude. Les Américains venaient de découvrir la nouvelle génération de ces aéronefs pilotés entièrement par informatique qui, comme le héros Achille, détiennent leurs talons. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir de cet événement, c'est bien que chaque combattant, que chaque utilisateur de système se doit d'identifier le plus tôt possible les talons ou le talon d'Achille de sa endestrier et mettre en place un entraînement ou des procédures afin de s'assurer d'avoir un talon protégé par plusieurs membranes de carbone. Et là, vous allez me dire, ATS sont sympas tes vidéos, mais je vois pas vraiment en quoi cet accident, l'été, en mer Méditerranée, peut me servir dans mon quotidien. Et c'est là où je vous sors la vidéo qui va vous faire changer d'avis. C'est exactement la même chose. Alors vous voyez, les méthodes et le retour d'expérience de l'aérien, ça peut s'appliquer dans votre quotidien, dans vos loisirs ou si vous êtes professionnel aux commandes de votre avion. Dans tous les cas, je vous rappelle que ce type d'analyse n'a pas vocation à pointer du doigt ou chercher la faute, mais au contraire a vocation à faire profiter au plus grand nombre, et notamment aux nouveaux pilotes qui arrivent, qui n'ont peut-être pas forcément trop entendu parler de cet événement d'il y a 12 ans, et bien de tous ces retours d'expérience, car s'il y a une chose que l'on a appris dans l'aviation, c'est qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans le train, peut-être dans votre entreprise. Là, on plie les bagages, on part sur Osgore pour notre stage B2C. Le prochain sera en 2025. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site web. Je vous dis à très vite et fly safe. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.